Salam alaikum, chers étudiants, bonjour. Toujours dans le cadre de l'analyse de la structure financière à travers le bilan, nous avons vu l'approche fonctionnelle. Aujourd'hui, nous allons terminer ce premier chapitre avec l'analyse du bilan, mais selon une nouvelle approche qui est l'approche patrimoniale. L'approche patrimoniale repose sur l'étude du patrimoine détenu par l'entreprise au moment d'évaluation. Son objectif est de diagnostiquer le risque de non-liquidité ou bien le risque d'insolvabilité de l'entreprise. C'est l'approche la plus classique en analyse financière. Elle a été entamée et est privilégiée par le banquier afin de décider d'octroyer ou non un crédit à une entreprise. On parle d'approche de solvabilité et s'appelle également l'approche financière, l'approche liquidité ou bien l'approche financière. Ce sont des dénominations pour la même approche. Personnellement, j'opte pour l'approche patrimoniale, même si dans les ouvrages, vous allez trouver beaucoup l'approche financière, mais puisqu'on parle d'analyse financière et que même le bilan fonctionnel est un bilan financier, pour ne pas avoir des conflits de termes terminologiques, nous allons emprunter le terme patrimonial pour désigner cette approche. La question principale de cette approche est dans quelle mesure l'entreprise peut-elle faire face à ces échéances. Donc c'est une analyse de risque d'insolvabilité. Autrement dit, on va voir si l'entreprise elle est solvable et généralement c'est à court terme ou pas. Est-ce qu'elle arrive est-ce qu'elle a la capacité de rembourser ses dettes à court terme quand ils arrivent à échéance ou il n'a pas cette capacité. L'approche patrimoniale est adoptée dans une optique de liquidation ou de cessation d'activité. En fait, on se dit, si l'entreprise doit fermer ses portes aujourd'hui, est-ce qu'il sera capable de rembourser tous ses débiteurs? D'abord les débiteurs au court terme et ce qui reste pour les débiteurs à long terme. Donc, c'est la question principale. C'est une approche élaborée essentiellement pour le compte du créancier et plutôt une approche externe à l'entreprise. Donc, elle se base sur un document de base qui est le bilan patrimonial ou bien le bilan financier. En fait, pour passer de l'approche fonctionnelle à l'approche patrimoniale, il faut changer de casquette. Je vous invite à voir un petit peu les différences entre ces deux approches pour comprendre la logique de chacune, ou bien pour comprendre plutôt la logique de l'approche patrimoniale qui est nouvelle pour nous. L'approche fonctionnelle s'intéresse au fonctionnement de l'entreprise. Est-ce qu'on a, donc il s'intéresse à l'équilibre structurel qui dure sur plusieurs exercices. Est-ce qu'on a assez de ressources durables pour financer les investissements durables qui vont assurer l'exploitation de l'entreprise? Est-ce que l'exploitation de l'entreprise, elle est bien? Est-ce qu'il y a des éléments hors exploitation qui ne le sont, qui altèrent le résultat de l'entreprise? Donc, c'est une approche qui prend en considération l'exploitation et la rentabilité et l'équilibre financier à long terme. Par rapport à ça, l'objectif de notre approche patrimoniale est seul et unique, c'est la solvabilité. Il ne s'intéresse pas au cycle, il ne s'intéresse pas au fonctionnement, ni à la rentabilité, ni est-ce qu'on a des problèmes de gestion. Ce n'est pas le problème de l'analyste financier qui adopte l'approche patrimoniale. L'approche fonctionnelle se fait dans une perspective de permanence d'activité. Donc, dans le long terme, on a besoin de s'assurer de l'équilibre à long terme, d'une manière qui est structurelle. Par contre, l'approche patrimoniale, elle met l'hypothèse de la cessation d'activité. C'est pourquoi on a dit que c'est une approche de liquidation. Si on liquide, on vend tout ce qu'il a l'entreprise dans son actif, est-ce que ça va être suffisant pour rembourser tous ses débiteurs? Le bilan fonctionnel recense les ressources et les emplois selon leur fonction, c'est-à-dire selon leur participation à l'activité de l'entreprise. Est-ce qu'ils participent au financement, à l'investissement ou bien à l'exploitation? Par contre, l'approche patrimoniale a un seul critère qui est le couple liquidité pour l'actif, exigibilité pour le passif. L'approche fonctionnelle
a un outil de base qui est le bilan fonctionnel, qui est avant répartition de résultats. On n'a jamais parlé de répartition de résultats dans l'approche fonctionnelle, dans le bilan fonctionnel, parce que le bilan fonctionnel, c'est avant répartition de résultats. Il se base également sur le CPC, comme nous allons le voir au niveau du deuxième chapitre. L'approche patrimoniale se base sur un bilan patrimonial qui est après répartition de résultats, après avoir déterminé la part des dividendes et la part des réserves. Donc, c'est un bilan après répartition de résultats. L'utilisateur principal de l'approche fonctionnelle, c'est le dirigeant. Généralement, c'est quelqu'un à l'interne qui s'intéresse au fonctionnement et qui a le souci de rentabilité et de durabilité de cette entreprise. Donc, généralement, on dit que c'est une approche interne. Alors que pour l'approche patrimoniale, l'utilisateur principal, c'est la banque. Bien sûr, parfois, le directeur, il peut faire une simulation. Nous voulons accorder, nous voulons demander, une dette de la banque. On va simuler, on va faire une étude selon l'approche patrimoniale pour savoir est-ce que le banquier va accepter de nous accorder le crédit ou pas. Mais généralement, c'est l'approche du banquier, c'est une approche qui est plutôt externe à l'entreprise. Donc, le bilan patrimonial, qui est le document essentiel de cette analyse, selon l'optique financière patrimoniale, le passif n'apparaît pas de la même façon comme dans l'approche fonctionnelle. Dans l'approche fonctionnelle, le passif, c'est les ressources à long terme qui vont garantir la durabilité de l'exploitation de l'entreprise et les ressources à court terme qui ne doivent pas financer le cycle d'investissement. Dans l'approche patrimoniale, le passif, on le considère comme la récapitulation des engagements de l'entreprise. En fait, qu'est-ce qu'il contient le passif? Il contient les capitaux propres. Les capitaux propres, c'est un engagement envers l'actionnaire. L'actionnaire s'attend à un remboursement d'une manière ou d'une autre sur une échéance qui est très longue. Nous parlons des dettes à long terme. Donc, il y a un engagement à rembourser ces dettes. Des dettes à court terme envers, par exemple, les fournisseurs. Un engagement envers ces fournisseurs. Donc, lorsqu'un débiteur accepte d'accorder une dette à l'entreprise, l'entreprise s'engage en contrepartie à rendre cette dette selon les échéances convenues. L'actif du bilan recense les droits de propriété et des créances détenues par l'entreprise à une date donnée. Donc, on ne considère pas l'actif comme notre investissement, comme un ensemble d'immobilisation qui va me permettre de produire, comme la visualisation du cycle d'exploitation à travers les délais clients et les délais stocks. Non, ce n'est pas comme ça qu'on considère l'actif au niveau de l'approche patrimoniale, mais plutôt comme des droits de propriété. L'entreprise possède une immobilisation, il a le droit de la vendre pour acquitter ses dettes. L'entreprise possède une créance, il va récupérer de l'argent, il va récupérer des ressources pour payer ses débiteurs. Donc, à travers ces droits de propriété, à une date donnée, l'entreprise pourra liquider, c'est-à-dire les céder ou bien les rendre sous forme d'argent afin de faire face à ces engagements. Donc, vous remarquez que quand on change la casquette de l'approche fonctionnelle au banquier, on met la casquette du banquier selon l'approche patrimoniale, même ce qui apparaît des éléments essentiels du bilan, ils vont avoir une nouvelle appréhension, une nouvelle définition, une nouvelle acceptation. Donc, le passif, ce sont des engagements à satisfaire et l'actif, ce sont des droits de propriété plus ou moins liquides. Donc, il faut comprendre cette philosophie du bilan patrimonial pour le distinguer du bilan fonctionnel, pour savoir œuvrer avec ces approches-là. Pour passer du bilan comptable au bilan patrimonial, donc nous avons compris l'essence et nous allons classer l'actif et le passif selon la liquidité et l'exigibilité. Le passage du bilan comptable au bilan patrimonial implique la restructuration du bilan comptable et de ses éléments en fonction du critère de la liquidité croissante de l'actif et l'exigibilité croissante au passif. Donc nous avons déjà parlé de la liquidité de l'actif, nous avons dit que c'est la capacité d'un élément de l'actif à se transformer en conditions normales d'utilisation à des liquidités, à de la monnaie liquide. L'exigibilité,
traduit la proximité d'un élément du passif à son échéance. Tant que l'échéance elle est proche, nous parlons d'exigibilité croissante. Donc, quand nous avons entamé ces deux notions au niveau de l'approche fonctionnelle, nous les avons entamées d'une manière un petit peu timide. La liquidité pour désigner, pour classer les éléments de l'actif entre éléments à long terme et court terme, et vice-versa, la même chose pour l'exigibilité à long terme et exigibilité à court terme. Toutefois, dans l'approche patrimoniale, ces deux notions, elles prennent beaucoup plus d'importance et sont plus pointues. Je vous donne un exemple. L'entreprise a contracté une dette à long terme d'1 million de dirhams. Pour l'approche fonctionnelle, automatiquement, c'est 1 million de dirhams, c'est dans le cycle de financement dette à long terme. Dans l'approche patrimoniale, c'est la même chose, sauf si nous avons une information qui nous dit qu'au cours de l'exercice, en cours, nous allons rembourser une partie de cette dette. Nous allons rembourser 300 000 dirhams en cours de l'année. Pour l'approche fonctionnelle, on ne va rien faire. Le 1 million est une dette, est une ressource à long terme. Mais pour l'approche patrimoniale, nous allons prendre la partie de cette dette qui va être remboursée durant l'année, durant l'exercice, nous allons la remettre parmi les dettes à court terme. Donc, en fait, la liquidité et l'exigibilité, donc, on peut même, selon les informations complémentaires, déterminer et répartir, rendre des éléments qui sont essentiellement par nature des éléments à long terme, mais on va les répartir avec une partie qui est à court terme selon les informations complémentaires, selon s'ils ont une exigibilité proche ou loin, ou bien une liquidité qui est proche. Donc, les principaux retraitements à faire au niveau du passage du bilan comptable au bilan patrimonial, d'abord reclasser les postes de l'actif selon la liquidité, le moins liquide en haut, le plus liquide en bas, et selon les informations dont nous disposons. Nous allons voir quelques exemples. Reclasser les postes du passif selon leur exigibilité. Le moins exigible en haut, qui sont les capitaux propres, les plus exigeants sont les concours bancaires et les dettes à très court terme, qui sont en bas du passif. Enregistrer les actifs immobilisés en valeur nette d'amortissement. En fait, le bilan patrimonial se veut un bilan qui est réel. Donc, il cherche les valeurs réelles des immobilisations. Il considère que les actifs immobilisés doivent apparaître avec leur valeur nette d'amortissement, parce que c'est cette valeur nette qui transmet l'idée, qui nous donne une appréciation de la dégradation ou bien de la dégradation de valeur de ce bien. Donc nous allons déjà utiliser ce bien. Donc l'amortissement, il mesure l'usure et l'usage continu de cette immobilisation. Une machine que nous avons achetée à 100 000 dirhams, ça fait 5 ans. Peut-être aujourd'hui, sa valeur nette d'amortissement, il n'est que de 20 000. Pour l'analyste financier patrimonial, donc pour lui, il doit apparaître avec sa juste valeur. On doit prendre en considération les valeurs réelles, et la valeur nette permet de le faire selon cette approche. Donc, les actifs immobilisés sont en valeur nette. Il faut tenir compte des plus ou moins values latentes. Qu'est-ce que ça veut dire une plus-value ou bien une moins-value? La plus ou moins-value, c'est une variation de la valeur d'un bien immobilisé. J'ai acheté un terrain à 3 millions de dirhams. Aujourd'hui, le terrain, il vaut 4 millions de dirhams. Selon l'approche patrimoniale, il vous dit qu'il y a une plus-value de 1 million de dirhams. Pourquoi faire apparaître sur le bilan le terrain à 3 millions de dirhams alors qu'il vaut 4 millions de dirhams si on va le vendre? Et nous allons avoir plus de ressources et plus de solvabilité envers nos débiteurs. Donc, la moins-value, c'est le contraire. C'est une dévalorisation, c'est une réduction de la valeur de l'immobilisation de l'entreprise. Donc, il convient de tenir compte des variations de la valeur des immobilisations, tant au niveau de l'actif qu'au
celui du passif. Donc, on tient, donc ces informations, plus-value et moins-value, on les trouve sous forme d'informations complémentaires dans les cas pratiques. Donc, la plus-value latente, c'est une augmentation de la valeur de l'actif. Et la moins-value, c'est une diminution de la valeur de l'actif. Comment est-ce qu'on prend compte? On va augmenter, par exemple, si nous avons une plus-value, nous avons augmenté le total des immobilisations et nous allons augmenter aussi les capitaux propres par la même valeur. S'il y a une moins-value, nous allons diminuer la valeur de l'immobilisation par une certaine somme, par cette somme de moins-value, et aussi la somme des capitaux propres par la même somme. Les immobilisations en non-valeur. Donc, les immobilisations en non-valeur comportent les frais préliminaires, les charges à répartir et les primes de remboursement des obligations. Selon l'approche patrimoniale, les immobilisations en non-valeur sont à soustraire de l'actif immobilisé et du capitaux propre. Ce sont des non-valeurs et ce sont des éléments fictifs qui ne donnent pas lieu à une perte, à un décaissement, bien à une perte des ressources de l'entreprise. Donc, il convient de ne pas les avoir sur le bilan patrimonial. Donc, on va les réduire, les soustraire à la fois de l'actif immobilisé et des capitaux propres. Les titres et valeurs de placement donc, sont généralement acquis dans l'objectif de spéculation. Si on trouve qu'ils sont classés parmi les éléments à long terme, les immobilisations financières, eh bien, il faut les retrancher des immobilisations financières et les remettre avec, non pas avec l'actif circulant, mais avec la trésorerie de l'actif, parce que c'est comme de l'argent liquide qu'on peut vendre à n'importe quel moment. Cette information est valable aussi pour tout titre de participation, qui est généralement à long terme, mais qui est facilement cessible. C'est-à-dire, si vous avez une information complémentaire que les titres de participation qui font partie de l'immobilisation financière sont aisément cessibles, eh ben, il convient de les retrancher du haut du bilan des immobilisations financières et de les remettre parmi la trésorerie de l'actif, parce qu'ils peuvent se transformer en argent liquide très facilement. Donc, cela dépend de l'information dont on dispose. Le stock outil. Le stock outil est destiné à rester en permanence dans l'entreprise. Donc, c'est un niveau de stock que l'entreprise garde toujours afin de ne pas tomber dans le besoin. Donc, un besoin d'approvisionnement. Donc, pour ne pas avoir des périodes vides où on ne peut pas s'approvisionner, l'entreprise, elle garde un niveau de stock qui est en permanence dans l'entreprise. Il se renouvelle tout le temps. Donc, c'est un stock qui est destiné à rester longtemps dans l'entreprise pour sécuriser les approvisionnements. Ça s'appelle le stock outil. Généralement, dans le plan comptable, on trouve les stocks outils parmi les stocks de l'entreprise. Donc, ce stock outil, il représente, c'est la contrepartie de l'argent. Quand elle va être vendue sur le marché, ça va se transformer en liquide. Mais il est destiné à rester durablement dans l'entreprise. Il ne va pas se transformer en liquide dans le court terme, alors qu'il apparaît parmi les éléments de l'actif circulant. Il convient donc de le retrancher des éléments de l'actif circulant et de le mettre avec les immobilisations, parce qu'il va rester longtemps dans l'entreprise. On ne va pas l'utiliser pour couvrir les dettes qui sont à court terme. Il n'est pas destiné pour couvrir les dettes des fournisseurs, par exemple. Donc, il convient de le remettre avec les éléments immobilisés pour ne pas fausser cette étude de solvabilité. Les écarts de conversion actifs, ils correspondent à des pertes de change latentes. Donc, lorsque la perte est couverte par une provision, on n'a rien à faire, parce que le résultat est déjà de l'entreprise, est déjà affecté par la provision qui était constatée. Quand la perte n'est pas constatée par une provision pour risque, donc le montant de l'écart doit être éliminé de l'actif et retranché des capitaux propres aussi. Donc, par principe de prudence, on risque donc le risque de détérioration de ressources. Donc, il convient de le retrancher à la fois de l'actif et du passif. Le résultat, nous avons dit que le bilan patrimonial est un bilan après répartition de résultats. Le résultat est réparti entre capitaux propres, la partie des réserves, on va les mettre avec les capitaux propres, et la partie dividende, il va apparaître avec les dettes à court terme, parce que
on va les rembourser au cours de l'année pour les apporteurs des capitaux qui sont les actionnaires. Donc on répartit le résultat entre provision qui va être inscrite en long terme et on va retrancher la part du dividende, on va la mettre parmi les dettes à court terme. Les provisions pour risques et charges, s'ils ne sont pas justifiés, ils n'ont pas de raison d'être et sont considérés comme des réserves occultes et doivent être transférés dans les capitaux propres. Donc, on doit les éliminer et les ajouter au montant de capitaux propres s'ils n'ont pas de raison d'être. S'ils sont justifiés et selon la date probable, l'exigibilité dont je vous ai parlé, je vous ai dit qu'il prend plus d'envergure dans le bilan patrimonial. Si elles sont justifiées, on va voir la date probable de la réalisation du risque ou bien la réalisation de cette charge pour laquelle elles sont créées. Si cette date est à plus d'un an, on va les reclasser dans les éléments à court terme. Si elle est à plus d'un an, on va les reclasser parmi les éléments les dettes à long terme. L'engagement hors bilan qui est le crédit bail. Concernant le crédit bail, les auteurs ont deux points de vue. Il y a certains auteurs en analyse financière qui retraitent le crédit bail de la même façon comme on l'a fait pour l'approche fonctionnelle. On considère qu'il appartient à l'entreprise et on va le classer avec les immobilisations, avec sa valeur nette. Il y en a d'autres. Et ça c'est le point de vue que j'adopte personnellement, qui ne font rien, qui ne retraitent pas le crédit bail et qui ne le font pas apparaître sur le bilan. La justification, c'est que dans l'optique patrimoniale, dans la logique dont je vous ai parlé de l'approche patrimoniale, nous devons avoir dans l'actif les droits de propriété de l'entreprise, ce qu'elle possède, ce qu'elle peut vendre pour rembourser, pour satisfaire les engagements qui sont le passif. Le crédit bail, juridiquement, n'est pas possédé par l'entreprise. Pour ce cas-là, on va adopter ce retraitement, cette vision-là. Il ne convient pas de le retraiter parce qu'il n'appartient pas à l'entreprise. Dans la perspective, ou bien sous l'hypothèse de la cessation d'activité de l'entreprise, l'entreprise ne pourra pas céder ce bien qui est acquis en crédit bail. Donc, concernant l'approche fonctionnelle, c'est différent. Donc, on ne tient pas compte de la propriété, on ne tient pas compte de ce qui nous intéresse, c'est le fonctionnement, la participation de ce bien à la production au même pied d'égalité que les autres immobilisations de l'entreprise. Ça ne nous importe pas s'il appartient ou pas à l'entreprise. Mais dans l'optique financière, dans l'optique patrimoniale, ce crédit bail, cet élément n'est pas à retraiter parce qu'il n'est pas possédé pour l'entreprise. En cas, pour évaluer le risque de solvabilité, je ne peux pas tenir compte d'un élément que je ne peux pas céder. Ça va un petit peu à l'encontre de la logique, de la vision même de l'approche patrimoniale. Finalement, nous aurons un bilan financier qui se présente comme vous l'avez sur le tableau. Donc l'actif, donc on va abandonner, quand on a changé la casquette, on abandonne même la terminologie, on abandonne la terminologie emploi et ressources, nous conservons l'actif et le passif. Donc l'actif réel net à plus d'un an. Vous voyez la dénomination réelle. Donc ça veut dire qu'elle est traduite par des valeurs réelles en tenant compte la détérioration de la valeur, la plus ou moins value. Donc c'est ce qu'on veut dire par actif réel net à plus d'un an. Donc l'actif réel net à plus d'un an contient les immobilisations nettes, la valeur comptable avec leur valeur comptable, plus ou moins les plus ou moins values, plus l'actif circulant à plus d'un an, comme le stock outil par exemple, moins les actifs fictifs, primes de remboursement et autres, moins les immobilisations financières à moins d'un an, et moins les écarts de conversion actifs en cas d'absence de provision. L'actif réel net à moins d'un an, il va contenir les stocks et les encours, les créances à moins d'un an,
Nous allons retrancher le stock outil parce qu'on l'a déplacé vers les éléments du haut du bilan, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités. Donc vous voyez, les TVP, les titres et valeurs mobilières de placement, ils sont juste avant les disponibilités en fait et s'assimilent à des liquidités. Pour le passif, concernant le passif réel à plus d'un an, il comporte la somme comptable des capitaux propres, plus ou moins, plus les plus-values, les moins-values sur immobilisation, plus les provisions qui sont sans objet sur l'impôt, plus l'écart de conversion passif, les écarts de conversion passif, moins les actifs fictifs que nous avons déjà déduits de l'actif à plus d'un an. Les dettes à long terme, ils contiennent le montant comptable du passif circulant à plus d'un an, moins les dettes de financement à moins d'un an, c'est-à-dire ou bien la partie qu'on va rembourser durant l'exercice, la provision sans objet, les écarts de conversion passifs parce qu'on les a remis avec les capitaux propres, plus l'impôt différé plus d'un an. S'il y a un impôt différé qui ne va pas être réglé en court terme. Le passif réel à moins d'un an, donc toujours par ordre d'exigibilité croissante, donc il contient le montant comptable du passif circulant, majoré des dividendes, c'est la partie du résultat qu'on va payer aux actionnaires, plus les impôts latents sur les provisions sans objet, plus la dette de financement à moins d'un an, moins les dettes du passif circulant qui sont à plus d'un an. S'il y avait une dette qui est enregistrée dans la partie à court terme, mais il s'avère qu'il est plus d'un an, on va la faire transférer en haut, moins l'écart de conversion passif, moins l'impôt différé à moins d'un an. S'il y a une partie de l'impôt que nous allons payer au cours de l'exercice, nous allons la remettre avec les éléments à moins d'un an. Donc l'analyse de ce bilan financier ou bien de ce bilan patrimonial, elle passe essentiellement par l'exploitation des grandeurs, d'équilibre, notamment ce qu'on appelle le fonds de roulement patrimonial, et principalement, et c'est le plus important dans l'analyse patrimoniale, la mesure de l'évolution de ce fonds de roulement et les ratios et les valeurs issues de ce bilan. C'est ce qui va faire l'objet de la séance prochaine, Inch'Allah. Je vous remercie pour votre attention.